que je n'ai ni de près ni de loin aucune attache avec des dépôts de ce genre. Par conséquent, je repousse cette suggestion un peu venimeuse avec mépris. Voilà. Mais je me réserve quand même éventuellement de contre-attaquer si il était affirmé quelque chose de plus précis que de dire on a vu un nom ou on a entendu un nom. Et Florian Philippot, le vice-président du Front National, sera l'invité de Nathalie Lévy tout à l'heure à 21h dans News et compagnie. Hello à tous, bienvenue en direct dans News et compagnie, votre émission du soir à 21h. Un pétard mouillé simplement destiné à faire du buzz. Voilà ce que répond Florian Philippot quand on lui pose la question de l'implication possible éventuelle du Front National dans le scandale des Panama Papers. Le vice-président du Front National très présent dans les médias depuis ses révélations. Alors ce soir sur notre plateau, va-t-il nous en dire plus? Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Est-ce que vous allez nous en dire plus? Est-ce que vous allez nous éclairer sur ce dossier? On va vous poser évidemment toutes les questions dans un petit instant, mais pas seulement sur ce sujet, sur la loi travail également, qui a donné lieu encore à de nouvelles manifestations aujourd'hui. William Martinet, président de l'UNEF, viendra nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous les connaissez, Emmanuel Le Chypre et Laurent Neumann. Évidemment, bonsoir à vous. Alors Emmanuel, encore sonné par l'affaire Kerviel, la Société Générale est prise dans la tourmente, le dossier des Panama Papers. Oui, et franchement, on ne peut pas vraiment parler quand même de scandale, c'est un peu excessif. D'abord parce que tous ces chiffres qu'on nous donne, les 900 filiales, etc., ce sont des chiffres du passé. On nous raconte un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Alors certes, sur certains points, la Société Générale fait preuve quand même d'une certaine mauvaise foi, mais il n'y a pas de scandale Société Générale. Eh ben, vous nous expliquerez tout cela, et puis évidemment Florian Philippot ne manquera pas de réagir. Laurent Neumann, la longue liste des candidats à la primaire de la droite et du centre qui s'allonge encore et encore. Oui, c'est tous les jours un candidat, il y en aura d'ailleurs une autre au moins la semaine prochaine, je vous en parlerai, mais en même temps la liste des candidats à l'élection présidentielle elle aussi s'allonge, on en est déjà à une dizaine. Alors la question elle se pose, clairement on va essayer de la poser de la manière la plus simple qui soit. Est-ce que ça témoigne d'une vigueur démocratique d'une certaine manière, ou est-ce qu'on est face à une sorte de casting de télé-réalité? Chacun se fera son avis, mais je vous donnerai les éléments pour choisir. Et là aussi la réaction de Florian Philippot, il est notre invité ce soir, le vice-président du Front National jusqu'à 22h. News et compagnie avec le journal pour démarrer, bienvenue à tous. Bonsoir Rachida Marquis. À la une de votre journal justement, on parle des banques qui sont mouillées dans le scandale Panama Papers. Et la Société Générale fait partie de celles qui ont créé le plus grand nombre de sociétés offshore au Panama, 979 sociétés. Mais la banque se défend de toute tentative de dissimulation. Nicolas de la Barrère, vous êtes à Bercy pour BFM TV. Le PDG de la Société Générale a été convoqué par Michel Sapin pour s'expliquer. Oui, et cette séance d'explication doit avoir lieu ce soir, selon nos informations. Alors à quelle heure précisément, combien de temps ça va durer? Bien, c'est encore un peu flou parce que vous l'imaginez, ni la banque ni le ministère ne s'empressent de communiquer sur ce sujet très sensible. Quant à savoir le contenu de cette réunion, eh bien, je vais vous citer les paroles de Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget. Il a dit que les dirigeants de la banque allaient être, je cite, passés à la question par le ministre des Finances. Donc ces termes sont imagés, mais très forts, et ça montre bien la volonté de l'État de reprendre la main après ces révélations des Panama Papers. Donc à en croire ces fichiers, la Société Générale a largement eu recours au service du cabinet d'avocats panaméen qui se trouve au cœur du scandale. Et donc l'objectif des dirigeants de la banque ce soir, ça va être de convaincre le ministre des Finances que ces dernières années, ils ont bien fait le ménage dans toutes ces sociétés offshore et que celles qui restent en activité fonctionnent de manière transparente. Nicolas de la Barrère en direct de Bercy pour BFM TV. J'ajoute que la France a décidé de réinscrire le Panama sur la liste des paradis fiscaux. Et de son côté, le Panama envisage des représailles contre Paris. Ce scandale Panama Papers éclabousse aussi Marine Le Pen. Selon nos confrères du Monde, il existerait un système de placement offshore très sophistiqué, mis en place par des proches de la présidente du Front National, des sociétés écrans et des fausses factures pour échapper au service anti-blanchiment de Bercy. Ce scandale planétaire a fait une première victime collatérale. Le Premier ministre islandais a annoncé tout à l'heure sa démission. Son nom est en effet cité dans l'enquête internationale. Et hier soir, des milliers de personnes ont manifesté pour réclamer son départ.
Des milliers d'étudiants et de lycéens ont manifesté aujourd'hui pour exiger le retrait de la loi El Khomri. 23 800 manifestants ont été comptés dans toute la France. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur. Seuls en tout cas 34 lycées ont été bloqués contre 170 la semaine dernière. Mais pour Jean-Claude Mailly, la détermination est intacte et le compromis impossible. Un état d'esprit toujours aussi combatif pour obtenir le retrait de cette loi et la remise à plat et la rediscussion de tout, y compris de la philosophie générale de la loi. Parce que ça fait un an, depuis la lettre de mission du Premier ministre à M. Combrexel, qu'on explique qu'il y a de véritables dangers qui se sont confirmés dans le projet de loi. Donc nous, à FO, on considère que le Code du travail n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'on se réserve le droit, en fonction de ce que dira le gouvernement dans les jours à venir, de porter le dossier en justice. En justice, ça veut dire devant le Conseil constitutionnel. Et les manifestations ont une nouvelle fois été émaillées d'incidents. À Rennes, les jeunes ont envahi la gare et occupé les voies ferrées, entrés dans l'intervention des CRS. À Nantes, des échauffourées ont éclaté près de la section locale du Parti socialiste. Et à Paris, des jeunes cagoulés ont affronté les policiers, place de la Nation. 148 personnes ont été interpellées en Île-de-France. À la une également, Rachid, le procès de Villefontaine n'aura jamais lieu. Effectivement, puisque le directeur de l'école primaire s'est suicidé, il s'est pendu dans sa cellule la nuit dernière. Et ce n'est qu'au petit matin qu'il a été découvert par un gardien de la prison de Lyon-Corba. L'instituteur a été mis en examen pour une 60aine de viols, mais il n'y aura donc jamais de procès. Et pour les familles des jeunes victimes, c'est la stupeur. Nous sommes effondrés, nous sommes dépités. C'est une situation auquel on s'attendait. Mais le souci, c'est qu'on ne comprend pas comment aujourd'hui on peut encore se suicider dans les prisons françaises. L'État va devoir prendre ses responsabilités. Il va falloir que l'État vienne expliquer à nos enfants comment il a pu se suicider. Quelle est la prochaine personne sur la liste dans les prisons françaises qui se suicidera? Salah Abdeslam? On attend quoi pour changer un petit peu les choses? On demande des réponses aujourd'hui à l'État. On demande à M. Hollande et à M. Valls de venir nous expliquer pourquoi nos enfants n'auront plus de réponse. Sans transition, le football, car c'est demain que le Paris Saint-Germain recevra Manchester City au Parc des Princes en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Laurent Blanc refuse d'être vu comme favori. Il s'en est même un peu agacé lors de la conférence de presse d'avant-match. Donc ça veut dire que le PSG n'est absolument pas favori et qu'une élimination, ce ne serait pas une contre-performance. Mais je m'en fous de ça. Les favoris, c'est vous qui les dictez, les favoris. C'est vous qui les dictez, les favoris. Dans un tirage, vous dites, vous avez décidé, ouais, finalement Paris est favori, finalement Paris est pas favori, Paris c'est 50-50. À ce niveau-là, sincèrement, que ce soit contre la confrontation contre Chelsea ou la confrontation contre Man City, je pense que le plus logique, c'est de dire que les deux équipes ont leur chance. La météo, Rachid, de Eh bien, demain matin, le ciel sera nuageux aux premières heures de la matinée, mais se découvrira petit à petit au fil des heures, avec des températures matinales de 3 degrés à Volvic, dans le Puy-de-Dôme, à 13 degrés à Nice. Merci beaucoup, Rachid. Votre journal revient à 21h30. Florian Philippot, le vice-président du Front National, est notre invité ce soir. Bienvenue, Florian Philippot. Regardons d'abord, si vous le voulez bien, dans son ensemble, ce scandale des Panama Papers, avec d'abord les réactions de François Hollande, qui avait promis d'ores et déjà hier enquête et procédure judiciaire, et par la voix de Michel Sapin, qui a donc décidé de réinscrire sur la liste noire des États non coopératifs le Panama. C'est une annonce qui date de cet après-midi. Vous saluez? J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'esbrouf et de communication après cette affaire-là. Quand même, on fait semblant de s'indigner de conséquences de politiques qui ont été menées, de décisions qui ont été prises depuis des années, je dirais même des décennies. Quand les responsables actuels au pouvoir du Parti socialiste ou de l'ex-UMP ont ouvert complètement les frontières, notamment aux capitaux, quand ils ont supprimé tout contrôle des capitaux, quand ils ont fait le Big Bang boursier, financier, notamment en France, c'était dans les années 80, c'était Fabius à la manœuvre à l'époque. Quand on a fait le traité de Maastricht, l'Union européenne, où on a expliqué que la mondialisation heureuse, sans frontières, notamment pour les capitaux, c'était formidable. Quand on a renfloué il n'y a pas si longtemps nos banques avec notre argent, sans en prendre le contrôle, sans exiger des choses extrêmement précises, alors qu'on a mis des milliards dans ces banques. Aujourd'hui, on feint de découvrir que la mondialisation débridée produit une finance grise, une finance noire, une finance douteuse. Évidemment,
Évidemment. Mais je veux dire, le remède à cela, c'est pas simplement de remettre un pays sur une liste ou de l'enlever, ou de faire des grandes déclarations, de taper du poing sur la table. C'est de prendre des décisions concrètes, notamment du point de vue des frontières. Et du point de vue de la régulation. On connaît votre guerre contre ce système de la finance internationale, ces paradis fiscaux, etc. Sauf que là, c'est le premier cercle des fidèles de Marine Le Pen, aujourd'hui, qui est cité. Alors, on va refaire un peu le film pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Deux noms en particulier, Frédéric Chatillon, ex-dirigeant du GUD, organisation d'extrême droite, ami de longue date sur les bancs d'Assas, la faculté d'Assas à Paris, dans les années 90, alors avec Marine Le Pen, et puis l'expert comptable Nicolas Crochet, également cité. Alors voilà ce qui se passe. Juste après la présidentielle de 2012, ils ont fait sortir 316 000 € de RIWA, cette fameuse principale prestataire du Front National pour la communication, via une société écran. Alors il y a un montage très compliqué, on va pas revenir dans le détail, mais ça part de Hong Kong, ça va vers les îles Vierges britanniques, puis Singapour. Alors là, comment vous faites? Parce que évidemment, les paradis fiscaux, on vous entend, on connaît votre discours, on sait combien vous condamnez cela. Mais là, ce sont des proches, le premier cercle de Marine Le Pen, qui en a bénéficié. Et c'est le Front National? Non. Est-ce que le Front National a des comptes offshore? Non. Est-ce que Marine Le Pen a des comptes offshore? Non. Alors je sais bien que c'est bien, ça fait du clic, ça fait du buzz quand on met le nom Marine Le Pen ou Front National sur un titre d'article. Mais le lien de proximité est établi. Mais quelle proximité? Je veux dire, c'est un prestataire de service. On parle de 300 000 €. On n'est pas sur les montages qui concernent des centaines de millions ou des milliards d'euros, vous l'aurez remarqué. On parle de 300 000 € qui ont été légalement investis. On parle d'une enquête dont on nous reparle régulièrement, qui a déjà fait l'objet d'une instruction judiciaire. L'instruction est même clôturée, elle a été clôturée en janvier dernier. Et même Le Monde, dans cet article écrit, ils ont été obligés de l'écrire, si les magistrats ont pu un temps soupçonner que cet argent, in fine, avait pu retourner au Front National, l'enquête ne l'a pas établi. Donc ça n'a rien à voir avec le Front National. Ça n'a rien à voir, Florent Philippot. Déjà, il n'y a rien d'illégal et ça n'a rien à voir. Alors je veux bien qu'on mette partout, à toutes les sauces, Front National, Marine Le Pen, des proches, dirigeants, tout ce qu'on veut, mais c'est juste malhonnête, c'est juste pas déontologique, c'est juste filou, à minima, pour ceux qui aiment bien faire un peu de buzz, mais en réalité, ils démontrent là qu'ils ne sont pas journalistes, ils sont militants. Mais personne n'avait de doute là-dessus. Certainement pas de la part du Monde qui, à chaque élection, fait des éditoriaux. Donc, quand il s'agit de féliciter les lanceurs d'alerte comme le fait François Hollande et qu'il faut qu'il soit protégé, vous, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Hollande avait qu'à, comme on le demandait, accueillir Monsieur Snowden comme réfugié par la voie de l'asile en France. Il lui a fait aussi passer le message. Et oui, il ne l'a pas fait. Monsieur Hollande, il préfère accueillir des dizaines de milliers de réfugiés qui viennent de pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, mais pas Monsieur Snowden. Alors, ces grandes déclarations, moi, je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste des mots. Sauf que, alors, je voudrais vous faire écouter la réaction de Gilbert Collard, parce que moi, j'ai pas bien compris. Il est député proche du parti. Je trouve qu'il est pas complètement sur la même ligne que vous, que Monsieur Alliot, qui était tout à l'heure aussi sur BFM TV. Écoutons-le, vous me dites. Si on cite le nom de deux personnes proches du Front National, ça ne veut pas dire pour autant que le Front National est impliqué. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si l'enquête démontre que de tels faits se sont produits, c'est le grand coup de balai. Il n'y a pas à hésiter une seconde. Mais il est un peu malhonnête de nous associer en tant que mouvement politique au comportement d'un ou deux individus. Et sur une autre antenne, il a même dit c'est eux ou moi. Quand il dit c'est eux ou moi, il parle de Frédéric Chatillon, donc cité Nicolas Crochet. Oui, mais on dit strictement la même chose. Il est un peu plus hésitant. Enfin... Non, moi je dis, vous savez, là, on est dans le cadre de la légalité. S'il y avait des pratiques illégales, s'il y a des pratiques contraires, si j'apprenais demain ou si je l'avais appris ce matin, puisqu'on devait avoir soi-disant la révélation des révélations, que le Front avait un compte caché au Panama, etc. Bien sûr que j'en aurais tiré moi aussi les conséquences. Mais je sais et je savais que ça n'avait aucune chance d'exister. Voilà ce qui m'amuse. Mais quand même, Chatillon et Crochet, ils ont travaillé pour le Front National. Est-ce qu'ils continuent à l'heure actuelle de travailler avec vous? Est-ce qu'ils vont continuer? Non, ils n'ont pas. Compte tenu regardez la nullité de l'enquête. Regardez la nullité de l'enquête. Je lis dans Le Monde ce matin, Monsieur Crochet qui a rédigé le programme économique de Marine Le Pen en 2012. Absolument faux. Il n'en a pas écrit une virgule. Mais je sais même pas d'où ça sort, ça. C'est la première fois de ma vie que je lis cette phrase qui ne vient de nulle part. Il n'a jamais écrit le projet économique. Concernant Frédéric Chatillon, la proximité, là, vous pouvez pas... Ce qui prouve que ces gens sont pas sérieux. Concernant Frédéric Chatillon, la proximité avec Marine Le Pen, elle est établie, vous êtes d'accord? Une proximité personnelle. Mais si vous voulez,
quand Monsieur Balkany est mis en cause ou apparaît dans cette affaire, vous dites pas les Républicains. D'accord, j'entends bien. Mais non, mais voyez ce que je veux dire. Je pose une petite question et ensuite Laurent Neumann, une petite question. Quand question. Monsieur Cahuzac apparaît, vous dites pas le Parti Socialiste. Mais on est tout à fait d'accord. D'accord. Quand Monsieur Drahi apparaît, vous dites pas BFM TV, même si c'est votre propriétaire. Bon. C'est actionnaire et il a fait lui aussi un communiqué, vous le savez mieux que moi. Simplement, je vous repose la question et Laurent Neumann ensuite, sans doute, on aura une à vous poser. Est-ce que Frédéric Chatillon, donc, et Nicolas Crochet, vont-ils continuer à travailler pour le Front National avec leur société rivale? Ils sont pas condamnés, il n'y a rien du tout. Pourquoi voudriez-vous qu'on les condamne à la place de la justice s'ils ne sont pas condamnés? Vous voyez bien le niveau d'absurdité de la question? Non, je vous pose la question. Bah si, moi, ils vont continuer donc. Ils vont continuer. Si Marine Le Pen en décide ainsi, ils continueront à travailler comme beaucoup d'autres prestataires. Ce ne sont pas nos seuls prestataires et c'est pas le Front National. Et on parle pas de dirigeants du Front National, on parle pas d'élus du Front National. On parle du premier cercle. Mais ça veut dire quoi, premier cercle? Bah, je sais pas, 13 amis. Et si demain on apprend que la boulangère de Marine Le Pen a un compte, Marine Le Pen sera responsable. Et Le Monde titrera la boulangère de Marine Le Pen a un compte caché en Suisse ou je ne sais quoi. Bon, écoutez, avec ces méthodes-là, on peut aller très très loin. Encore une fois, on peut accuser BFM TV, on peut accuser le Parti Socialiste, les Républicains. Monsieur Macron, n'était-il pas dirigeant un des dirigeants de Rothschild avant de venir à Bercy? Or, la banque Rothschild apparaît. On va parler aussi de Jean-Marie Le Pen, parce que lui aussi, il est cité, on va y revenir, Laurent Neumann. Non, je voulais juste revenir un instant sur un argument qui a été évoqué. Au fond, derrière ces révélations, il y aurait peut-être la main des États-Unis, la main de la CIA, même j'ai entendu, comme s'il n'y avait pas de révélations concernant des contribuables ou des entreprises américaines. Et alors, je suis allé voir d'un petit peu plus près. Vous avez entendu cet argument, évidemment. Il y en a assez peu, oui. Pas tant que ça, parce qu'en fait, il faut aller lire le Miami Herald, qui est l'un des titres des médias partenaires de ce consortium. Et quand on y regarde de plus près, il y a quand même 200 Américains cités, 3500 sociétés américaines actionnaires à titre direct ou indirect des sociétés incriminées. Il y a même 2 des grands magnats du luxe, de l'immobilier de luxe à Miami. Donc ça sort d'où cet argument de la CIA? Oui, moi je n'ai jamais parlé de la CIA, moi, mais oui, c'est vrai, effectivement. Je crois que c'est un communiqué officiel non, pas ou une déclaration officielle, en tout cas, de chez vous. Pas nous. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les États-Unis qui ont commencé à vouloir se payer tous les grands paradis fiscaux. Ce qui est vrai, c'est que c'est une enquête à la base. Non, mais Monsieur Alliot, qui était là ici tout à l'heure, a répété qu'il n'y avait pas d'Américains concernés. Essentiellement américaines. Vous dites qu'il y a 200 Américains, il y a 1000 Français. Ouais. Or, je pense, très honnêtement, aux États-Unis, il y a 3500 sociétés américaines. Il y a 6 fois plus d'habitants aux États-Unis qu'en France. Pourtant, il y a 5 fois plus de Français. Donc, j'ai l'impression qu'on met 200 Américains. Il y a aussi beaucoup de paradis fiscaux aux États-Unis. Oui, il y a le Delaware, par exemple. Oui, et puis ça apparaît pas. Ils n'ont pas besoin de sortir. Ah oui, il y a un État américain, le Delaware, qui est un paradis fiscal incroyable. Eh ben, il apparaît pas dans l'enquête. Mais c'est tout. On peut le relever. C'est américain. Les Américains sont très peu touchés par l'enquête. Bon, tout cela, chacun en tirera les conclusions. Pourquoi j'évoque cet argument? Parce que c'est un argument qui a été évoqué par le Front National, par Jean-Luc Mélenchon. Et par Vladimir Poutine, le même argument. Et je crois Thierry Mariani à l'UMP aussi. Absolument. Oui, parce que 200 Américains, 1000 Français, d'un côté plus de 300 millions d'habitants, de l'autre côté 60 millions d'habitants, j'ai l'impression qu'on met des noms pour faire bien, mais qu'en réalité, c'est vrai, on a le sentiment que les Américains seraient, eux, absolument vertueux, en tout cas beaucoup plus, au moins 10 fois plus ou 15 fois plus que les Français et les autres. Je ne le pense pas, très honnêtement. Ils sont le cœur de cet hypercapitalisme mondial, de cette grande financiarisation de l'économie. Tant qu'on n'ira pas vers l'économie réelle, tant qu'on définanciarisera pas l'économie, qu'on remettra pas l'économie à sa place, c'est-à-dire la production et la production d'activité et d'emploi, alors on aura ces dérives-là. Et les États-Unis connaissent ces dérives, évidemment. Barack Obama a promis de s'attaquer au Delaware. Mais pourquoi le Delaware n'apparaît pas dans l'enquête? Florian Philippot, un très proche de Jean-Marie Le Pen, Gérald Girin, pour ne pas le citer. Si, je vais vous poser la question. Son homme de confiance, ancien majordome. Tout le monde n'est pas absolument au courant, Florian Philippot. Si vous voulez bien nous faire le plaisir de nous répondre, maintenant que vous êtes là, tant qu'à faire, on en profite. Soupçonné donc d'avoir dissimulé une partie de la fortune de Jean-Marie Le Pen via lui aussi une société offshore. Jean-Marie Le Pen, il a quand même dirigé le Front National pendant 40 ans. On est obligé de vous poser la question. C'est pas comme si ça sortait de nulle part. Bon, si ce montage financier il était avéré, ce serait une faute, oui ou non? De qui? De Jean-Marie Le Pen. Mais j'en ai strictement rien à faire. Jean-Marie Le Pen a été exclu du Front National le 20 août dernier. Il n'est plus dans mon mouvement politique, il n'en est plus membre, il n'en a plus la carte, il n'en est a fortiori pas dirigeant.
Mais il a dirigé le parti pendant 40 ans, le parti aujourd'hui, donc vous êtes vice-président, Florian Philippot. Là non plus, il n'y a pas de lien. Ça m'est complètement indifférent. Vous irez demander au majordome, au jardinier, à la cuisinière, si vous le voulez, de Jean-Marie Le Pen, mais je n'ai aucun lien ni avec le majordome, la cuisinière, le jardinier. Il n'a pas à s'en expliquer, Jean-Marie Le Pen. Il n'a pas à s'en expliquer. Bien sûr qu'il a à s'en expliquer, y compris devant la justice. D'ailleurs, il s'en expliquera. Et ce serait une faute si c'était avéré. Il est très grand pour le faire. Il a ses conseils, il a ses avocats, il a sa propre capacité d'argumentation. Il le fera tout seul. Est-ce que ce serait une faute, vous qui êtes un homme politique? Est-ce que ce serait une faute si c'était avéré? Mais toute personnalité, toute personne, tout Français qui bafoue la loi commet une faute par définition. Voilà, mais ça c'est à la justice, c'est au juge de le dire. C'est pas à moi de le dire. Vous voyez, il faut pas tout mélanger. Moi je suis là pour essayer de proposer des solutions politiques pour qu'on arrête d'aller de scandale en scandale. Pour le reste, il y a 1000 Français, paraît-il, dans cette enquête-là. Il y a pas, sur les 1000, il y en a 0 du Front National. En tout cas, il y a une enquête préliminaire. Des autres partis. Il y a une enquête préliminaire, de toute façon, qui a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Donc, effectivement, on devrait en savoir plus. Et donc, on approche de l'élection un peu présidentielle. Quand on voit... Alors c'est la théorie du complot, Florian Philippot? Non, c'est simplement que tout le monde sait, si vous savez, les gens sont pas idiots, tout le monde sait qu'il y a un militantisme assez fort dans certains titres de presse. C'est pas moi qui invente les éditoriaux du journal Le Monde, le journal de révérence, qui explique avant chaque élection, généralement 2 jours avant, qu'il faut voter contre le Front National. On veut nous abattre avant 2017. Vous avez dit de révérence, on a bien compris. Oui, le général de Gaulle disait l'immonde, vous voyez. Donc je suis plutôt gentil. C'est toujours un journal qui a joué contre la France. Bon. On parle économie avec Emmanuel Le Chypre. On continue à parler du scandale, bien sûr. Épinglée, 1000 sociétés offshore. Elle fait partie de ces 5 bandes mondiales qui sont pointées. Il y a vraiment un scandale Société Générale ou pas? Écoutez, moi je suis un peu gêné avec tous ces chiffres. Parce que d'abord, on nous parle quand même d'un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Les chiffres qu'on donne, les 900 et quelques sociétés créées par la Société Générale depuis plus de 30 ans. Ok, bon, aujourd'hui, il en reste encore une centaine, mais on voit bien que le monde a commencé à changer. Alors, ces chiffres nous parlent de pratiques qui, effectivement, étaient les pratiques de toutes les grandes banques du monde. Je vous rappelle que chez nos amis de Mossack Fonseca, il y avait à peu près 400 banques du monde entier. Après qu'on juge que ces pratiques étaient condamnables, opaques, etc., absolument. Mais grosso modo, franchement, la Société Générale n'a pas fait mieux ni pire que les autres. On a, et en plus, les chiffres qui sont cités, enfin, on les connaît en grande partie. Qu'on ait l'air de découvrir que les banques françaises étaient présentes dans les paradis fiscaux, c'est absurde. Les ONG avaient déjà publié des travaux à partir des comptes. Vous savez que depuis 2013, les banques sont obligées de publier leurs comptes pays par pays. Et le détail de ces comptes montrait très bien que, par exemple, il y avait presque 600 filiales de grosses banques françaises dans ce qu'on appelle les territoire opaque. Donc ça, franchement, c'est pas une nouveauté. Alors après, qu'on dise que la Société Générale est quand même de mauvaise foi sur certains points, oui, bien sûr. Par exemple, quand elle dit dans un communiqué qu'elle ne détient plus depuis 2012 directement ou indirectement aucune implantation en activité dans des États et territoires non coopératifs. Bon, au Panama, on a bien vu qu'il en restait une centaine, mais la Société Générale peut dire, mais attendez, depuis 2012, le Panama ne figure plus dans la liste des pays opaques. Et là, on peut quand même s'interroger pourquoi Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon ont fait sortir le Panama de cette liste. Je n'ai pas la réponse, ce serait intéressant de l'avoir. Après, autre exemple de mauvaise foi, un petit peu, la Société Générale dit, attendez, ça pèse pas lourd dans nos résultats, les paradis fiscaux. Alors, quand on prend paradis fiscaux au sens large, et moi je mets le Luxembourg dedans, parce que quand même un petit peu, alors la Société Générale va vous dire, ah non, pas du tout, c'est pas un paradis fiscal, mais quand même, c'est 3,5% des effectifs, les paradis fiscaux au total, mais c'est 10% du chiffre d'affaires et 30% des résultats. Donc, ça compte, vous voyez, quand même. Après, aujourd'hui, c'est clair que... ne cherchez pas de romans, de trafiquants, d'argent sale dans les pratiques de la Société Générale dans les pays offshore. Ça n'est plus possible aujourd'hui. La Société Générale est capable aujourd'hui de tracer ses clients dans ces pays-là. Elle risque beaucoup trop gros compte tenu des nouvelles règles du jeu, mais comme toutes les autres banques. Et donc, ça ne sont plus des pratiques encore en vigueur. Donc c'est ça qui est gênant avec ce scandale, c'est que
on nous parle quand même d'un monde qui n'est plus le monde d'aujourd'hui. Presque un scandale d'un autre temps. Florian Philippot, votre réaction? Oui, enfin moi ce qui me choque pour les banques, encore une fois, si vous voulez, c'est que on a attendu beaucoup. Après la crise financière de 2008, on devait, souvenez-vous de Sarkozy qui revenait du G20. Alors à l'époque, c'était, on était passé du gris au gris clair puis au blanc. Il y avait un processus et puis les paradis fiscaux devaient avoir disparu en un an. Et puis les banques devaient s'engager à se moraliser, à adopter de nouvelles pratiques. Et en échange, on mettait beaucoup d'argent pour les renflouer, de l'argent public. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et en réalité, quelques toutes petites mesures ont été prises. Mais c'est le sujet sur lequel il y a eu le plus de progrès. Quand même, oui, mais l'essentiel, en réalité, on s'en rend compte, je veux dire, régulièrement, n'a pas été décidé parce que on est dans un monde où tout va extrêmement vite, sans aucun contrôle. Je prends un autre exemple, et juste je finirai là-dessus. On a nommé en 2014, et pas le Front National, à la tête de la Commission européenne, Monsieur Juncker, qui a dirigé un paradis fiscal pendant 20 ans, le Luxembourg. Et à l'époque, on savait, son nom était dans le LuxLeaks. Et pourquoi on l'a nommé à la tête de la Commission européenne, qui a des pouvoirs phénoménaux d'ailleurs, beaucoup trop importants. On se retrouve dans un instant, Florian Philippot, parce que vous passez l'heure avec nous. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, nous accompagne ce soir. On va parler salafisme aussi dans un instant, les mots de Manuel Valls hier. On va également regarder cet accord Union Européenne-Turquie et puis la nouvelle manifestation contre la loi travail. C'était tout à l'heure. On aura peut-être les chiffres des organisateurs avec William Martinet de l'UNEF. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Vivez l'information avec BFM. C'est des débats qui sont ouverts. Contrairement aux soldats tchadiens, les Camerounais restent de ce côté-ci de la frontière. Sur les 6 premiers mois de l'année, plus de 200 000 personnes ont emprunté cette route des Balkans. Et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Énorme ce qu'on va vivre en direct sur BFM TV. Aucun président n'a été aussi impopulaire que vous. Décidez nouvelle, un positionnement nouveau. Sur BFM TV, soyez les bienvenus, voici les titres. Bonsoir à tous. Rendez-vous du 20h politique, comme tous les soirs. Pour vous, avec vous et avec une édition bien entendu. BFM TV, première chaîne d'info de France. Si vous nous rejoignez, deuxième partie de News et compagnie avec ce soir deux invités, le vice-président du Front National Florian Philippot, merci de nous accompagner depuis 21h, et le président de l'UNEF qui nous a rejoint. Bonsoir William Martinet. Bonsoir. Merci d'être avec nous à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation. On va y venir dans un petit instant. D'abord, votre rappel des titres. Rachid Embarki, le PDG de la Société Générale, convoqué à Bercy. Oui, Michel Sapin, le ministre des Finances, veut en effet des explications sur le scandale Panama Papers. La banque fait en effet partie de celles qui ont créé le plus grand nombre de sociétés offshore au Panama, 979 sociétés, mais elle se défend de toute tentative de dissimulation. Le scandale Panama Papers éclabousse aussi Marine Le Pen. Selon nos confrères du Monde, il existerait un système de placement offshore très sophistiqué, mis en place par des proches de la présidente du Front National, des sociétés écrans et des fausses factures pour échapper au service anti-blanchiment de Bercy. Des milliers d'étudiants ont manifesté pour exiger le retrait de la loi El Khomri. 23 800 manifestants ont été comptés dans toute la France, indique le ministère de l'Intérieur. Le projet de loi travail est toutefois arrivé à l'Assemblée aujourd'hui. Le texte est examiné par les députés de la Commission des Affaires sociales. 1000 amendements ont déjà été déposés et c'est sur un ton assez virulent, vous allez l'entendre, que Myriam El Khomri a répondu aux députés qui l'accusent d'avoir déjà vidé le texte de sa substance.
Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience le débat parlementaire, le débat sur les amendements. Parce que le débat sur les amendements, on pourra véritablement rentrer et sortir des postures. D'un côté, on me dit que la loi a été vidée de son contenu, et là, vous me dites aujourd'hui que la loi reste dans le même état que de la première version. Non, ce n'est pas la réalité. C'est un projet de loi qui est équilibré, et cette réforme, je le dis et je le redis ici, est juste et nécessaire. Elle doit être enrichie par le débat parlementaire. Un point, c'est tout. Les manifestations qui ont une nouvelle fois été émaillées d'incidents. À Rennes, les jeunes ont envahi la gare et occupé les voies ferrées, entraînant d'ailleurs l'intervention des CRS. À Nantes, des échauffourées ont éclaté près de la section locale du Parti Socialiste. Et à Paris, des jeunes cagoulés ont affronté les policiers. Place de la Nation, 148 personnes ont été interpellées en Île-de-France. Et puis le procès de Villefontaine n'aura jamais lieu. Le directeur de l'école primaire s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa cellule la nuit dernière. Et ce n'est qu'au petit matin qu'il a été découvert par un gardien de la prison de Lyon-Corba. L'instituteur était mis en examen pour une 60aine de viols d'enfants. Ainsi va l'actualité. Tout de suite, retour de News et compagnie, deuxième partie. Deux invités pour cette nouvelle demi-heure, Florian Philippot et William Martinet, avec évidemment Emmanuel Le Chypre et Laurent Neumann dans un instant pour votre chronique politique. Avant de regarder de près les chiffres de cette nouvelle manifestation contre la loi travail avec vous, William Martinet, une question sur une sortie de Manuel Valls hier. Florian Philippot, il a estimé qu'une minorité salafiste avait gagné la bataille idéologique de l'islam en France. Vous auriez dit la même chose ? On peut dire la même chose, oui. Ça me rappelle un peu le début de mandat quand il avait expliqué la difficulté d'intégration des Roms. Je veux dire, il a parfois des moments de vérité. On pourrait presque lui donner sa carte au Front National, mais ça ne suit pas derrière. Il n'y a pas d'action. Donc il nous explique que 1%, je crois, des musulmans seraient marqués par ce salafisme. Ça doit faire 50 ou 60 000 personnes. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il y a toujours une centaine de mosquées. 15 000 salafistes pour 2 millions de musulmans en France. Hein. Oui, donc si on part de 2 millions, d'autres estimations sont un peu plus nombreuses, mais peu importe. Il y a une centaine de mosquées radicales salafistes en France. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pourquoi elles sont toujours ouvertes? Pourquoi il faut qu'ils les ferment. Vous avez déjà appelé à le faire. Mais oui, mais ils l'ont fait en Égypte, ils l'ont fait en Tunisie après les attentats là-bas. Ils l'ont fait en une semaine. Je veux dire, il faut le faire. Ça fait des mois qu'on le demande. Il faut le faire. Sinon, ce sont des mots en l'air qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait sur l'UOIF? Est-ce qu'il va dissoudre l'UOIF, comme on lui demande depuis des années de le faire? Ça, ce serait mettre en conformité ses actes et ses propos. Vous voyez, ça ne suit pas. Est-ce qu'il va agir contre l'immigration? Parce que tout ça ne vient pas du ciel. Il y a bien un lien. Et le lien, évidemment, c'est l'immigration massive. Est-ce qu'il va arrêter l'immigration, redonner les frontières nationales à la France ou pas? On peut pas être salafiste et républicain, Florian Philippot? Pardon? On peut pas être salafiste et républicain? Non, on peut pas être salafiste et républicain. Est-ce que vous savez ce que signifie salafiste? Oui, je suis pas expert en islam, excusez-moi, et encore moins en salafisme, mais moi je vois je vois ce que le résultat de législations qui se disent salafistes. Je vois le statut des femmes qui est amoindri. Je vois la différence, l'inégalité homme-femme. Je vois les pressions qui s'exercent sur les uns et les autres. Est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu de systématiquement dénoncer la montée de l'islam radical quand on voit qu'il y a 15 000 salafistes en France pour 2 millions de musulmans? Donc maintenant, on va créer la salafismophobie, c'est ça? Non. On va être accusé d'être ou bien islam radicalophobe. On n'a pas le droit d'être. Non, enfin, je veux dire, évidemment qu'il faut dénoncer la montée de l'islam radical en France, parce qu'il a tué 130 de nos compatriotes le 13 novembre dernier et quelques dizaines d'autres en début d'année 2015. Ne l'oublions pas, parce que cette idéologie, c'est un poison pour la femme. Elle emprisonne la femme, parce que cette idéologie, c'est vraiment une régression moyenâgeuse épouvantable. Alors évidemment, moi, je dénoncerai le salafisme, moi, je dénoncerai l'islam radical sans aucun problème. Mais peut-être qu'il faut se pencher sur, peut-être qu'il faut se pencher sur les origines et sur la signification profonde. Parce que l'origine, le salafisme, avec nos compatriotes. Excusez-moi, je le dis parce que vous m'avez posé la question. Je ne les confondrai jamais avec nos compatriotes musulmans qui n'ont rien demandé à personne, qui sont les premiers à ce qu'on lutte enfin, qu'on appelle un chat et qu'on lutte contre l'islam radical. Parce que sinon, si on ne lutte pas contre l'islam radical, ils seront victimes d'amalgame et ils le savent très très bien. Donc voilà, faisons cette distinction, prenons le taureau par les cornes et arrêtons d'avoir ces pudeurs absolument indécentes sur les mots, sur les réalités de ce qu'est aujourd'hui cette horreur de l'islam radical. On va revenir à ces sujets dans un petit instant, mais puisque William Martinet fait un détour par chez nous après cette nouvelle journée de manifestation, vous êtes le président de l'UNEF, j'aimerais bien vous poser la question. Merci d'être là d'abord. Nouvelle journée de manifestation, on a des chiffres, 23 800 selon le ministère de l'Intérieur, mais normalement, vous savez, il y a toujours cette bataille des chiffres, les organisateurs, l'Intérieur.
Alors, on était environ 50 000 aujourd'hui. Et je crois que le sujet aujourd'hui n'est pas tant la bataille des chiffres. On a surtout la preuve que cette mobilisation, elle est ancrée dans la vie des lycéens, des étudiants et des salariés. Oui, et surtout des temps forts dans ces mobilisations. Mais William Martinet, vous pouvez pas dire, effectivement, ça s'inscrit sur la longueur parce que vous appelez à manifester, à se rassembler de nouveau chaque semaine. Mais là, quand même, on était à 1,2 million dans les rues le 31 mars. Là, vous avez dit combien 50 000. Et vous me dites que c'est pas important les chiffres. Mais là, il y a 15 jours, vous étiez là et vous nous disiez combien les chiffres c'était important. Tout à fait. Il y a des dates de mobilisation qui sont préparées par les organisations syndicales, lycéennes, étudiantes et salariées qui sont importantes, comme le 31 mars. Et il y a ce qui sont les journées qui permettent de rythmer la mobilisation. Et c'était ça aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Je le disais, ce mouvement, il s'ancre dans la durée et ça va continuer dans les qui étaient avant celle du 31 mars. C'était le 24 mars. Et là, qu'est-ce qu'on nous disait? Ah, mais quand même, le nombre de manifestants baisse. Regardez, il y a de moins en moins de lycéens et d'étudiants. Si, c'est le discours qui a été tenu. Et le 31 mars, on a eu combien de personnes? On a eu 1 million de personnes dans la rue. Alors, donc là, ce qui est le prochain test, parce que par contre, je reste sur ce que je disais, le nombre de personnes dans la rue, c'est important. Là, ce qui est le prochain test, c'est le samedi 9 avril. C'est cette journée qui est préparée. Oui, c'est ça qui doit être la suite. Exactement. Et c'est là que le gouvernement doit regarder les choses. Sauf que, alors effectivement, nous, on a plutôt l'impression que vous mobilisez de moins en moins et qu'il y a de plus en plus de violence parce que, quand même, elle se multiplie à chaque rendez-vous. 148 personnes interpellées, 11 placées en garde à vue, des débordements. Comment vous les expliquez? Ils sont décuplés chaque fois. On mobilise. Je résume pas, mais on peut pas négliger ça. La semaine dernière, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue. Oui. C'était le mouvement social le plus important depuis le début du quinquennat. Même si vous ne prenez que les chiffres de la police, c'était une mobilisation qui était plus importante que celle contre le mariage pour tous en début du quinquennat. Vous avez 70% des jeunes qui soutiennent cette mobilisation contre le projet de loi travail. Donc vraiment, à un moment, je pense qu'il faut arrêter là, parce qu'il y a une manifestation dont on compte un peu moins de manifestants que la dernière fois, d'expliquer que la mobilisation s'essouffle. Il y a quelque chose de fort dans ce pays contre ce projet de loi travail, quelque chose de fort chez les jeunes contre la précarité. Et donc, plutôt que d'être dans des tentatives d'explication, d'essoufflement, je pense que le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ce gouvernement répond politiquement. Et donc, demain, il y a ce rendez-vous, les organisations jeunesse. Donc, vous en êtes reçu par Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Patrick Kanner, hein, c'est ça? Exactement. Des représentants de Manuel Valls. A priori, sa présence à lui n'est pas confirmée. Ça passera au ministère de l'Éducation nationale. Vous allez demander quoi? Le retrait, une fois encore, pur et simple de cette loi travail? C'est un rendez-vous qui sera pas simple parce que il y a un sujet de désaccord qui est important, qui est effectivement celui de ce projet de loi travail. Ce gouvernement a réaffirmé récemment qu'il refusait de retirer ce projet de loi et nous, de notre côté, on a réaffirmé notre exigence du retrait. Donc ça, c'est le point difficile. Et il y a un deuxième sujet qui sera abordé dans ce rendez-vous, c'est la question de nos contre-propositions pour pouvoir améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. C'est d'ailleurs à ces contre-propositions que le Premier ministre, le lendemain de cette manifestation massive du 31 mars, c'est sur ces contre-propositions que le Premier ministre a annoncé qu'il était prêt à l'écoute, il était prêt au dialogue. Donc la vraie question à partir de demain, c'est est-ce qu'on est encore dans des tentatives d'enfumage pour expliquer aux jeunes que ce projet de loi change alors qu'en fait il ne change pas? Enfin, il a changé quand même, William Martinet. On va y revenir. Je voudrais juste la réaction de Florian Philippot. Vous avez dit aussi retrait pur et simple de cette loi, Florian Philippot. Vous avez même dit qu'elle était catastrophique pour les salariés. Oui, c'est vraiment une loi de régression sociale, de précarisation qui est assez phénoménale. Même, par exemple, la médecine du travail serait en partie démantelée. Enfin, il y a des choses qui sont absolument terribles. Je pense qu'il faut, pour bien comprendre d'où ça vient, on doit se rendre compte de ce qui s'est passé la semaine dernière. Le commissaire européen à l'euro et au dialogue social dit bravo. Bravo pour la loi El Khomri, bravo la France. Bah oui, c'est une loi évidemment qui est un copier-coller des recommandations de la Commission européenne. Il y a quelque chose que je comprends pas, Florian Philippot, c'est dans votre discours, vous êtes très favorable, vous défendez énormément les PME. Or, tous les patrons de PME vous disent, moi je peux pas prendre le risque d'un prud'homme parce que je dépose le bilan si je dois payer 15 mois de salaire pour un salarié. Donc j'avoue que je comprends pas votre position. Mais je suis pas d'accord avec vous. D'abord, les salariés sont clairement perdants. Même les petits patrons, les patrons de PME. Vous savez, on a chez nous 2 collectifs, Audace et Croissance Bleu Marine, qui travaillent. Ils sont pas du tout d'accord avec cette loi. Ils n'ont pas intérêt à avoir des salariés démotivés, stressés, en souffrance face à eux. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un carnet de commandes. Et c'est pas assuré par la politique économique, notamment à cause des dogmes de l'Union européenne. Ce qu'ils veulent, c'est par exemple qu'on respecte les délais de paiement. Ça, c'est beaucoup plus urgent pour eux. Quand l'État ou une collectivité locale dit 30 jours, ça doit pas être 60 jours, 90 jours ou jamais payé. Ça, c'est dans la loi Sapin. Ce qu'ils voudraient, c'était même dans des lois antérieures, mais ça, peut-être même Sapin en 93, quand il était déjà ministre. Mais ça n'a jamais été respecté. Ce qu'ils veulent, c'est la simplification administrative, la justice fiscale.
Je vous crois pas quand vous dites que pour les petits patrons, les prud'hommes ne sont pas un sujet et les conditions de licenciement ne sont pas un sujet. Oui, mais vous en trouverez qui sont d'accord avec ça. Ce n'est pas notre vision, on assume, voilà, tout simplement. Nous, on ne souhaite pas la précarisation générale et on rappelle quand même que derrière Madame El Khomri, il y a évidemment un projet de l'Union européenne. Donc vous jetez tout en bloc dans cette loi, par exemple. En réalité, on regarde simplement le symptôme et pas la cause. Laurent Neumann. Non, c'est incroyable parce que de vous trouver tous les deux sur le même plateau pour au fond dire à peu près, pas loin de la même chose que vient de dire William Martinet sur la précarisation de la loi El Khomri. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il y a une coagulation de protestation ou d'opposition contre cette loi. Et j'étais assez frappé par les réactions. C'est-à-dire qu'à la fois sur le même texte, vous avez à la fois des gens qui disent ça va trop loin, c'est du social-libéralisme, il y a plus trop de flexibilité, etc. Et les autres vous disent le contraire. Les autres, le MEDEF, d'autres, etc., les républicains qui ne veulent pas voter cette loi, vous disent avec le même texte, les mêmes articles de loi, les mêmes attendus, les motifs d'explication de la loi, vous disent ah bah non mais c'est insupportable, on a tout retiré, ça n'a plus de sens, il faut pas la voter. Alors, en réalité, les républicains, enfin l'ex-UMP, ce qu'ils reprochent à la politique économique de François Hollande, c'est qu'elle n'aille jamais assez loin. Mais en réalité, ils sont complètement d'accord avec la philosophie. Ce qui est normal, ils ont le même grossiste. Ils ont le même grossiste qui est Bruxelles. Ce sont deux détaillants, comme disait Philippe Séguin, du même grossiste. Donc il y en a un qui dit c'est pas assez trop, peu importe. C'est la même philosophie. C'est une philosophie qui ne crée pas un emploi, pas d'activité, qui crée beaucoup de souffrance. William Martinet. C'est la même philosophie d'ailleurs qui a amené à un projet de réforme des retraites complémentaires dont on a appris aujourd'hui qu'il pouvait baisser vos retraites complémentaires de 18% pour certains retraités. Voilà, j'ai pas entendu à l'époque effectivement l'UMP s'y opposer, ils étaient d'accord. William Martinet, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif a été gommé. Le temps de travail des apprentis, il y a aussi des choses qui ont été faites dessus. La garantie jeune, est-ce que les signes en direction de la jeunesse sont quand même là, oui ou non? Il y a deux choses très différentes dans les exemples que vous venez de donner. Il y a les reculs qu'on a réussi à obtenir face à ce gouvernement. C'est la question du licenciement abusif et des prud'hommes et la question du temps de travail des apprentis. C'est parce que le 9 mars dernier, on avait à l'époque 500 000 personnes dans la rue. Ça, vous avez gagné sur cette manche. On a réussi à faire bouger le gouvernement. Par contre, sur la question de la garantie jeune que vous avez également citée, d'ores et déjà, c'est une tentative d'enfumage du gouvernement. Pourquoi Ce dispositif de la garantie jeune, sa généralisation était déjà prévue. Le Premier ministre a annoncé que ce dispositif deviendrait universel. On ne comprend pas à quoi ça correspond. Il n'y a aucun moyen supplémentaire. Depuis l'annonce du Premier ministre, il n'y aura pas un seul jeune supplémentaire qui bénéficiera de la garantie jeune. Donc ça s'appelle de l'enfumage, c'est pas des choses sérieuses. Et d'ailleurs, on met en garde le gouvernement là-dessus. Dans les discussions qu'on va avoir avec lui à partir de demain, on veut de vraies discussions et on veut de vraies avancées. C'est quoi vos propositions? Voilà. Alors, demain, vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous leur mettez sur la table en quelques mots? L'objectif de nos contre-propositions, c'est d'en finir avec le bizutage social que subissent les jeunes pendant leur insertion professionnelle. Ça veut dire quoi? Les jeunes, pendant leur insertion professionnelle, ils sont dans une zone de non-droit. Pas de droits sociaux. Vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas accès au RSA. Généralement, vous n'avez pas accès aux allocations chômage non plus, parce que le mode de calcul est défavorable pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, donc pour les jeunes. Donc ça, il faut compenser ça. Ce n'est pas normal dans ce pays, quand on soit jeune, qu'on soit les seules catégories de la population qui s'est exclue. Ça n'a rien à voir avec le CDI. Là, je vous parle de la protection sociale, des aides sociales auxquelles ont droit tous les salariés de ce pays, sauf les jeunes qui sont en insertion. Donc là, il y a une réponse à apporter. Nous, la proposition qu'on fait, qui est une réponse d'urgence, c'est de au moins permettre le prolongement des droits à bourse des étudiants boursiers dans ce pays, pour que 6 mois après l'obtention de leur diplôme, ils continuent à bénéficier d'une protection sociale et qu'ils se retrouvent pas sans aucune ressource avant de trouver leur première emploi. D'accord, et d'un mot, deuxième contre-proposition. Non mais parlons-en, parce que c'est vrai que on n'a pas 2 heures. Pardonnez-moi, demain vous aurez peut-être 2 heures avec eux, mais là on les a pas. C'est la question de la précarité de l'emploi et des CDD. En 2013, avec à l'époque l'accord national interprofessionnel, il y a eu une pénalisation des contrats précaires et des CDD qui n'a pas été suffisamment forte et surtout mal ciblée. Là, il faut une politique volontariste. Et le troisième point, dans ce pays, 70% des recrutements, c'est des CDD de moins d'un mois. Ça, c'est pas acceptable. Il faut pénaliser ça. Et c'est ça qui favorise l'accès au CDI. Et dernier point, qui est aussi important, c'est la question de la rémunération des apprentis. On sait qu'on a beaucoup de jeunes, notamment des catégories populaires, qui sont dans l'apprentissage avec des rémunérations non seulement extrêmement basses, mais en plus il y avait le temps de travail, mais maintenant il y a la rémunération des apprentis. Discriminante en fonction de l'âge. Vous pouvez faire le même travail quand vous êtes apprenti. Si vous n'avez pas le même âge, vous pouvez avoir une rémunération plus basse. Ça, c'est pas acceptable. Laurent Neumann, et vous gardez la main. Pardon, si vous obtenez gain de cause sur tout ça, vous continuez. Voilà. Oui.
Ah, vous continuez, parce qu'en fait, mais donc en fait, il n'y a aucune négociation possible. En fait, on n'est pas dans un marchandage. On ne va pas aller discuter avec ce gouvernement. Mais pourquoi vous faites des propositions alors, William Martinet? Écoutez-moi, on ne va pas aller discuter avec ce gouvernement pour qu'il nous explique que, en échange de telles contreparties, on va changer de position contre le projet de loi travail. On va trouver que c'est un projet de loi formidable. Non, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, notre vision du syndicalisme, c'est d'analyser ce que fait un gouvernement, ce qu'il met sur la table. Ce projet de loi travail, on considère qu'il n'est pas bon et on le dit. Et si jamais on arrive à obtenir de ce gouvernement des mesures fortes pour l'insertion professionnelle, eh bien, on le dira aussi. On le dira aussi que ces mesures, elles sont positives. Mais par contre, pas question de faire passer des vessies pour des lanternes, pas question de raconter n'importe quoi aux jeunes de ce pays. Laurent Neumann, je me tourne vers vous parce que la liste est longue comme le bras maintenant, la liste des candidats à la primaire de la droite et du centre. Alors, c'est un tous les jours. Bah oui. Vous vous souvenez, la semaine dernière, vous aviez Geoffroy Didier sur ce plateau. Oui. Aujourd'hui, c'est Jacques Miard, le député des Yvelines. Allez, je peux vous donner un faux scoop, mais la semaine prochaine, ce sera sans doute Michèle Alliot-Marie qui sera aussi candidate. On sera déjà à 12 et peut-être 13 quand on saura si Nicolas Sarkozy se présente ou pas. Alors évidemment, on peut dire que ça fait partie de la vigueur démocratique. Une primaire, a priori, c'est fait pour ça. Mais on peut dire aussi qu'il y a une forme de casting, j'allais presque dire de télé-réalité, parce qu'en réalité, tout le monde sait, notamment quand vous discutez avec les organisateurs de cette primaire, tout le monde sait qu'il n'y aura pas 12, 13, 14, 15 personnes sur la ligne de départ. Il en restera peut-être 6, peut-être 7 grand maximum. Et donc, certains font acte de candidature tout en sachant qu'ils ne pourront pas respecter les règles pour se présenter. Mais au moins, pendant quelques mois, c'est l'assurance d'être invité sur les plateaux de télé, de relayer un certain nombre de leurs idées aussi. C'est aussi faire de la politique, etc. Mais soyons honnêtes, ce casting que vous voyez pour la primaire de la droite, si la primaire de la gauche avait lieu, vous auriez exactement la même chose. Et regardez déjà tous ceux qui ont présenté leur candidature à des primaires de gauche qui n'existent pas, on serait sans doute dans le même cas de figure. Et allons plus loin. Il y a déjà, à l'heure où on se parle, 10 candidats à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. Le dernier, c'était Jacques Cheminel. Une petite parenthèse. On dit toujours que les Français ne veulent absolument pas du match retour François Hollande, Nicolas Sarkozy. J'ai compté sur les 10 candidats. Figurez-vous qu'il y en a déjà 6 qui étaient candidats en 2012. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Jacques Cheminade. Le changement, c'est pas totalement pour maintenant. Voilà, ça c'est dit. Évidemment, ça vous fait sourire. Si vous voulez, moi, je pense que c'est toujours le signe d'une forme de faiblesse. Le fait qu'il y ait un trop plein de candidats, c'est qu'il n'y a pas de candidat naturel qui se dégage. Et je ne sais pas si on a l'occasion, c'est fini d'en parler, mais je suis, moi, choqué par la loi sur la fin de l'égalité du temps de parole. Vous voyez, alors que maintenant, on est mis dans les grands candidats, donc peut-être qu'on va en bénéficier. Pourtant, je reste sur les principes d'intérêt général. Je suis choqué par cette loi qui met fin à l'égalité des temps de parole en fin de campagne présidentielle entre tous les candidats. Parce que ça, c'est l'égalité républicaine. Loi qui a été votée aujourd'hui. Oui, ça, c'est extrêmement choquant. Je pense que c'est bien d'entendre d'autres voix, tous les courants de pensée, même ceux qui représentent peu de monde, mais c'est ça la démocratie et je trouve navrant ce recul démocratique. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu ce soir passer 1 heure en notre compagnie. William Martinet, vous êtes reçu donc demain au ministère de l'Éducation nationale et donc vous nous l'avez dit, même s'il y a des efforts encore qui sont faits, que ce soit sur le RSA, le paiement des apprentis, s'il y a des efforts, vous serez encore dans la rue. Vous serez encore dans la rue. Le projet de loi n'est pas retiré, on va continuer à le contester. Merci d'être venu William Martinet sur le plateau. Le grand angle, Jean-Baptiste Boursier à suivre.